Bonjour chers amis, nous voilà à nouveau avec Monsieur Piacentini pour une émission sur la France du point de vue économique après le sommet de Bruxelles. Macron nous avait promis que le monde d'après le Covid sera différent de celui qui a précédé. On a fait croire, du moins c'est la propagande officielle, que la France est sortie la grande gagnante et que le couple incestueux franco-allemand allait faire des miracles. Le miracle, me semble-t-il, c'est plutôt la propagande qui a réussi à faire croire aux Français qu'on gagnait beaucoup de cette réunion. Or, si on regarde les chiffres, c'est pas très convaincant. On pourrait se demander, mais je ne vais pas faire l'émission avant l'émission, ni vous aiguiller trop, que M. Macron, c'est le bourgeois gentilhomme qui prétend tout ce qu'on veut, ou le malade imaginaire, ceci, cela. En fait, c'est un grand sorcier, c'est le liquidateur qui paraît, au fond, le grand protecteur, le grand frère, le pote de tout le monde. Mais la réalité, me semble-t-il, est très différente. Que pensez-vous, cher ami ? Eh bien, bonsoir à vous, frère Thierry, et puis bonsoir à tous nos amis auditeurs, que je remercie pour leur fidélité. Alors, frère Thierry, effectivement, l'introduction que vous faites résume assez remarquablement tout ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que depuis ce matin, c'est des cocoricots sur toutes les chaînes de télé, BFM, LCI, TF1, France 2, enfin, on a l'impression que véritablement, nous voguons vers un succès extraordinaire et que l'avenir de la France dépendait de ce sommet. En fait, en réalité, j'avais déjà écrit dans Boulevard Voltaire, au moment où le pré-projet avait été diffusé par M. Macron et Mme Merkel au mois de mai dernier, j'avais déjà évoqué l'étrangeté de cette solution. Pourquoi ? D'abord, ce plan de relance, c'est un plan qui cumule une partie en subventions. À l'origine, c'était 430 milliards de subventions, 60 milliards de garanties bancaires et 250 milliards de prêts. Et tout ça est mutualisé et doit se payer par un impôt européen, c'est-à-dire que ne vous y trompez pas, c'est pas de l'argent magique, comme dirait M. Macron, pas du tout, c'est de l'argent qu'il va falloir rembourser. Vous voyez, à un moment donné, il va falloir rembourser cet argent. Et donc, était évoquée la question d'un impôt européen qui serait payé par tous les pays. Alors, quel est le problème ? D'un point de vue français, c'est qu'effectivement tous les pays vont payer. Par contre, tous les pays ne reçoivent pas de façon équivalente les sommes qui sont prévues. Et non seulement ils ne reçoivent pas de façon équivalente, mais il y a même un déséquilibre considérable. Dans cet article donc sur Boulevard Voltaire que j'ai publié il y a un mois et demi, donc au moment de la présentation du projet, j'avais dit, voilà, grosso modo, ce que j'en conclus, l'Italie va bénéficier de 171 milliards, l'Espagne 150, la Pologne 90 et la France 39. Alors moi je vous pose la question suivante. Est-ce que la France est à ce point en meilleure situation que l'Italie et l'Espagne pour recevoir 3 à 4 fois moins que ces pays-là ? Est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée politique derrière que Macron cherche, au fond, en liquidateur, à passer l'ardoise à une sorte de magma européen et on s'achemine vers la dissolution de la France en tant qu'entité nationale ? Ben écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors évidemment, on n'y est pas encore, mais disons que c'est un pas en avant. Et c'est l'aboutissement de mon raisonnement d'ailleurs. En fait, en réalité, maintenant que le plan vient d'être dévoilé et que l'accord a pu se faire, ça va même plus loin. C'est-à-dire que l'Italie a obtenu non pas 171 milliards, mais 209 milliards. Est-ce que c'est pas au prix d'un chantage du côté italien ? Et tout à fait, mais c'est-à-dire que, en fait, quand vous suivez ces négociations, c'est très clair. L'Italie s'est défendue bec et ongle. C'est elle qui a exigé, qui a demandé, et elle s'est défendue comment ? Eh bien, avec
le chantage subliminal, la menace d'une sortie de l'euro, d'une sortie de l'Union européenne. L'Italie s'y prépare depuis 2 ans. Les gens ne le savent pas, mais l'Italie s'y prépare depuis 2 ans. En face de l'Italie, vous aviez les pays du Nord, Autriche, Hollande, Suède, Danemark, qui eux sont très rigoureux et qui évidemment voulaient limiter les frais, puisqu'en réalité, c'est eux qui vont payer pour les autres. Vous avez bien compris qu'il y a cette enveloppe qui va être distribuée à hauteur, encore une fois, sur 750 milliards, 209 milliards à l'Italie, qui va recevoir donc 30%. Par contre, l'Italie ne va pas payer 30%. Il va y avoir une péréquation. Et si je me fie au mécanisme du mécanisme européen de stabilité tel qu'il est prévu, l'Italie va payer 17% des 750 milliards, soit à peu près 100 milliards. La France, elle, va payer 20%. Donc, sur les 750 milliards, ça fait à peu près 150 milliards. Donc, elle va payer 150 milliards pour une enveloppe de 40. Même pas. C'est énorme. C'est énorme. La différence est énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Les pays du Nord ont défendu bec et ongle leurs intérêts. Et d'ailleurs, ils ont obtenu des ristournes sur leur contribution nette permanente. Donc ça aussi, il va falloir le payer. Personne n'en parle, mais enfin, du moment qu'il y a une ristourne, forcément, ça va se payer. De son côté, l'Italie a obtenu le maximum. Et l'Espagne n'est pas loin du compte. Bien. Donc je me dis, voilà, il y a un pays dans ce lot-là qui, lui, s'est assis sur ses intérêts, c'est la France. La France, aujourd'hui, est dans une situation économique catastrophique. C'est pas moi qui le dis. Je prends les chiffres du gouvernement. Monsieur Le Maire a évoqué une récession de 11%. Ce serait la plus forte récession de tous les pays européens. Ce serait la France. Bien. La pandémie, elle a été aussi touchée que l'Italie et l'Espagne. C'est à peu près du même ordre, n'est-ce pas? Mais la France ne va encaisser que 39 milliards d'euros. Alors, certes, l'Italie a besoin d'un coup de pouce supplémentaire parce que comme elle est endettée plus que la France à la base, il y a un risque, si vous voulez, de spéculation contre sa dette qui rend, si vous voulez, un coup de pouce particulier logique. Mais à ce point. Donc Macron, on le voit bien, à travers tout ce processus de négociation, s'est complètement assis sur les intérêts français pour une seule chose, faire sauver l'euro, qui sans cela ne tiendrait pas le coup, parce que l'écart entre les pays du Nord et du Sud est trop grand, sauver l'Union européenne et avancer plus dans un processus d'intégration. Mais d'ailleurs, il disait lui-même, non pas souveraineté française, mais souveraineté européenne. Il ne parle, depuis le retour au fameux souverainisme que tout le monde maintenant trouve logique, au vu de la désindustrialisation catastrophique de nos pays, on parle de souverainisme. Alors Macron a parlé de souverainisme européen. Qui ne veut rien dire en soi. Qui ne veut rien dire en soi, et on le voit bien, puisque, en réalité, vous le voyez bien, les nations sont encore là. Elles se battent les unes contre les autres pour tirer un maximum d'avantages des négociations et de tous les événements qui vont se produire. La grosse différence, si vous voulez, quand vous avez une nation comme la France, si par exemple la Bretagne demain est en danger, qu'il y a un problème, une catastrophe, tous les Français vont donner, personne ne va dire « Ah ben moi je suis Corse, moi je suis Alsacien, je ne paye pas pour les Bretons ». Bon, donc ça c'est une nation, si vous voulez. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans l'Union européenne ne sera jamais une entité unique avec un peuple unique. Et les réactions que vous avez eues au cours de ce cycle de négociation le prouvent. Vous voyez? Et tout ce que Macron peut se targuer d'avoir réussi, c'est d'avoir, pour la première fois, mutualiser des subventions et des dettes au niveau européen. Est-ce que c'est pas aussi sa seule porte de sortie pour rester au pouvoir? Bah écoutez, moi, sa porte de sortie, c'est de claironner cela. Mais enfin, il ne faut pas qu'il oublie quelque chose. Hein. C'est les Français qui votent. Hein. Vous voyez, c'est pas les Hollandais, c'est pas les Italiens ou les Autrichiens. C'est les Français qui vont voter pour lui ou pas. Et là, il faudra que nous, de notre côté, du côté de tous les politiques souverainistes et de droite, il faudra bien montrer que la France est le dindon de la farce européenne. Voilà. Mais est-ce qu'il y a encore des Gaulois récalcitrants assez nombreux pour porter haut nos couleurs? Vous savez, les Gaulois récalcitrants sont toujours récalcitrants. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont suffisamment informés. Voilà le truc. Parce que quand je vois depuis hier le tonnerre d'applaudissements, les cocoricots, les vivas, tout le monde est content. Sur BFM TV, les journalistes avec le sourire grand comme ça. Mais enfin, il faut que les Français comprennent bien. On va recevoir 39 milliards.
on va payer 150 milliards. C'est énorme. C'est ça. Vous vous rendez compte? Alors certes, les 39 milliards vont arriver rapidement, les 150, on va les payer sur plusieurs années. Mais enfin, la réalité, elle est là. C'est encore de l'endettement ou des impôts supplémentaires qui vont se greffer sur ce qu'on a déjà, qui est déjà, tout le monde le sait, absolument insupportable. Donc, comprenez bien, chers amis français, vous allez payer 3 fois plus que ce que vous allez recevoir. Et ça ne nous préserve pas des faillites en cascade qui auront lieu dans quelques mois. Écoutez, soyons sérieux. Hein, la France va recevoir 39 milliards d'euros. Bon, vous savez combien nous avons perdu de PIB pendant la période de confinement? On a perdu plus de 200 milliards d'euros de PIB. Alors vous savez, les 40 milliards d'euros, je vous dis pas que c'est pas bien. Oui, bah, il vaut mieux les avoir que pas les avoir. Mais enfin, concrètement, c'est largement insuffisant par rapport, je dirais, à l'ampleur des dégâts que ce confinement nous a causés. Et qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau de la relation du couple France-Allemagne, justement, par rapport à ça? Mais écoutez, le couple franco-allemand, ce coup-ci, était sur la même longueur d'onde. Il y a eu un changement de comportement de Madame Merkel qui est toujours extrêmement rigoureuse sur les finances publiques des pays du Sud, dont la France peut s'intégrer parfaitement dans cette équipe. Hein. Je veux vous dire, France, Italie, Espagne, sont sur les mêmes tendances. Bon, ce coup-ci, elle a bien vu qu'elle ne pouvait pas. Pourquoi est-ce que l'Allemagne ne pouvait pas? D'abord parce que effectivement, l'Italie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a déjà préparé depuis 2 ans les armes pour sortir. Et ça, les médias en parlent très peu. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Deuxièmement, un effondrement de l'Italie, bah, écoutez, c'est toute l'économie européenne qui n'y résisterait pas. Troisièmement, l'économie allemande, depuis que l'euro est en place, aspire les industries des autres et je dirais, les excédents commerciaux allemands sont faits sur le dos des autres pays européens. Donc, vous voyez, en quelque sorte, elle soigne l'Italie, elle soigne l'Espagne, elle soigne ses clients, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que si ça va mal de ce côté-là, ses clients s'écroulent. Bon, pour ce qui est de la France, la problématique n'est pas la même. La France a un déficit commercial vis-à-vis de l'Italie. L'Italie est moins sa cliente qu'un pays qui vend et qui lui survend même, parce que le déficit vis-à-vis de l'Italie est même assez important. Vous voyez? Donc, la différence entre Macron et Merkel, c'est que Madame Merkel, comme toujours, défend par priorité ses intérêts. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe est là pour le lui rappeler, si elle-même sort de la ligne. Monsieur Macron, lui, défend l'Union européenne, point barre. Il ne défend pas la France, il ne défend pas les intérêts français. Et comment l'expliquez-vous? Comment expliquez-vous ces différences d'intérêts entre notre dirigeant français, qui ne défend manifestement pas la France ni les intérêts des foyers français, qui, comme vous l'avez dit, devront payer, et payer encore pendant de nombreuses années? Tout à fait. Comment expliquez-vous ces différences entre la France et l'Italie et l'Allemagne, qui, elle, semble défendre un peu plus les intérêts nationaux? Alors, écoutez, moi je vais vous dire très clairement. Hein. Là, on va parler véritablement de questions de politique très claires. Vous savez, moi, je n'aime pas le gouvernement de M. Comté, sauf que, voilà, le gouvernement de M. Comté, c'est un gouvernement qui dépend, si vous voulez, de l'électorat italien directement, n'a pas été financé par des multinationales. C'est un gouvernement qui, même d'ailleurs, M. Comté est arrivé au pouvoir avec la vague populiste. C'est lui qui était censé faire la transition entre le mouvement 5 étoiles et la Lega. Donc, si vous voulez, il émane quand même de cette mouvance. Même si aujourd'hui, il s'en détache un peu, son électorat est là. Donc proche du peuple et qui doit rendre des comptes au peuple. Voilà, il y a quand même dans son électorat et dans la façon dont il est arrivé au pouvoir, un lien direct avec l'électorat populiste. Bon, et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, l'Italie a pris des mesures contre les arrivées de migrants, avec un renforcement de la lutte contre les arrivées de migrants, des sanctions contre les bateaux qui viendraient dans les eaux territoriales italiennes en dépit des consignes et des ordres et des interdictions. Bon, donc vous voyez, c'est pas ma tasse de thé, mais enfin, bon. Il protège sa population. Il protège sa population. Madame Merkel, je vous l'ai dit, est aussi une européiste, mais il y a le tempérament allemand qui veut qu'on défende quand même ses intérêts avant tout, et l'Allemagne gagne beaucoup dans l'Union européenne. Si vous regardez bien, depuis que l'euro est en place depuis 20 ans, quel est le pays qui a vraiment profité de l'Union européenne un maximum? C'est l'Allemagne. Et tous les autres, petit à petit, s'enlisent et leur situation s'effrite au profit de l'Allemagne. Donc, elle ne peut pas laisser tomber l'Union européenne. Elle ne peut pas provoquer la chute de l'Union européenne. C'est son pays qui aurait le boomerang en premier.
Mais notre Macron à nous, je vous suggère la lecture d'un excellent livre, OPA sur l'Élysée. Bah, vous le lisez, vous allez comprendre pourquoi Macron adopte ce type de politique. Macron est arrivé au pouvoir, il n'avait pas de parti politique, il n'était pas enraciné dans le territoire. Donc il n'avait pas droit au financement public comme les Républicains, comme le Parti Socialiste, etc. Il avait peut-être des amis plus puissants. Eh bien justement, il s'est fait financer par tout un aréopage de multinationales et de banques, on le sait maintenant, entre autres des laboratoires pharmaceutiques. Ceci explique un peu cela, hein, si on revient encore sur toute l'histoire récente. Et donc, si vous voulez, il va mener la politique qui correspond aux gens qui l'ont financé. Il est issu de la grande banque. Il ne faut jamais l'oublier. Il est issu de la grande banque. C'est là qu'il a eu tous ses contacts avec Bernard Arnault, avec Vincent Bolloré, avec Arnaud Lagardère, avec Jacques Attali et compagnie. Et donc sa politique à lui, c'est la politique de l'européisme et du mondialisme. Point barre. Et véritablement, c'est flagrant dans ce qu'on a pu voir au cours de ce cycle de négociations. C'est gros comme le nez sur la figure. Voilà. Donc sa politique européenne, mais y compris dans la crise du Covid, sert son extraction, son milieu d'origine et les amis qui l'ont fait monter au pouvoir. Alors, je vais vous faire une remarque. Hein. J'ai fait aussi un article dans Boulevard Voltaire il y a quelques semaines. Rappelez-vous, il y a eu une polémique sur le fait qu'il voulait démissionner de la présidence pour provoquer des élections présidentielles anticipées. Bien. Auprès de qui a-t-il fait cette annonce ? Auprès de ses mandants à l'étranger. Auprès de ses donateurs londoniens. C'est-à-dire qu'il a fait cette annonce auprès de ses donateurs qui sont à la City de Londres. Et personne n'a relevé ça. Enfin, c'est énorme quand même, énorme. Je veux dire. Mais est-ce que, vous allez me prendre, est-ce que François Hollande, pour prendre quelqu'un que je ne défends pas d'habitude, est-ce que François Hollande, 3 ans après son élection, rendait des comptes à ses donateurs ? Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Oui. Je l'ai jamais soupçonné de ça. Vous voyez, je l'ai soupçonné d'être nul, je l'ai soupçonné d'être incapable de représenter la France et de défendre nos intérêts, mais pas de défendre systématiquement les intérêts de ses donateurs. J'ai jamais parlé de ça. Mais visiblement, Macron est toujours en cheville complète avec des gens qui l'ont financé il y a 3 ans. Et de manière très décomplexée, on peut le dire. Bah, disons qu'il n'en a pas fait une grande publicité. Hein. Moi, j'ai fait un article, il y a eu 2 ou 3 articles, 2 ou 3 remarques, mais enfin, comme d'habitude, la presse mainstream, on va dire, ne relaie pas ce type d'informations, alors que véritablement, moi, dans cette annonce, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, si vous voulez. C'est même pas ce qu'il disait. C'est le fait qu'il rende des comptes à ses donateurs londoniens. Et donc, ça explique, à mon avis, l'essentiel de ce qu'on a vu au cours de ces quelques jours de négociations. Et ça explique aussi, pour conclure de manière un tout petit peu plus générale, les failles du système démocratique. On voit à qui il rend compte. Il ne rend compte pas aux gens qui votent. Écoutez, les failles du système démocratique, je suis moins sûr que l'origine vienne de là. Je vais vous prendre quand même des exemples très clairs. Vous avez la Hongrie. La Hongrie est un pays, c'est une république avec un système démocratique. Mais chaque peuple son identité. Ah ben voilà. C'est-à-dire que moi je pense que c'est pas, si vous voulez, c'est toujours ma théorie, je défends toujours ces principes-là, les institutions et le système institutionnel n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est ce qu'on met dans la tête des gens. Vous voyez, ce qu'on leur met à partir de l'école, à partir des médias, à partir des divertissements, à partir des journaux, de l'information, il est bien évident qu'il y a une déformation des choses en France qui est énorme, qui est beaucoup plus partiale en France qu'ailleurs. Et je peux vous dire, pour justement suivre des médias italiens ou certains médias, je dirais, anglo-saxons, que véritablement, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a la même propagande dans certains journaux dans les autres pays. Mais en France, c'est carrément, nous n'entendons que cette voix-là. Alors, les autres sont marginalisés. Tu parlais de la Hongrie, justement. C'est l'un des rares pays à avoir fait blocus par rapport au fait qu'une partie de cet argent-là qui va être reçu de l'Europe va aller dans tout ce qui est objectif climatique. Ah oui, mais alors là, tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Parle d'Orban. Ah non, mais il y a encore mieux que ça, cher ami. Il y a encore mieux que ça. Orban a obtenu, contre son accord pour le programme, la levée de toutes les sanctions ou les menaces de sanctions qu'il pouvait y avoir quant à sa politique intérieure, les problèmes avec sa cour constitutionnelle, etc. Sanctions économiques ? Non, il devait y avoir des sanctions juridiques vis-à-vis de la Hongrie, parce que soi-disant qu'ils ne respectent pas les principes démocratiques. Et là, on lui a dit non, c'est bon. Signe et c'est bon. C'est bien, hein, ça c'est les grands principes européens. Non, mais vous voyez, ils ont tous tiré quelque chose de l'affaire. Moi, c'est ça qui me rend malade. C'est-à-dire que M. Orban a obtenu ce qu'il voulait. Les Hollandais, l'Italie, n'en parlons pas. Alors, elle repart
Elle a fait le hold-up du siècle. Elle a fait le hold-up du siècle. Et je peux vous dire que j'ai regardé ce matin les médias en Italie, Monsieur Conte, mais alors lui, il plastronne. Hein. Et il peut le faire. Hein. Il peut le faire. Je vais vous dire franchement, je crois même que si j'étais italien maintenant, je voterais pour lui. Vous voyez, parce que là, vraiment, il a rempli les caisses du pays. Hein. C'est clair et net. Bon, ben nous, on a Macron, hein, on a nos 40 milliards... avec notre ardoise de 150 derrière, et tout le monde est content. Bon chien de l'Allemagne, bon chien. Non mais voilà, mais c'est quand même incroyable, vous trouvez pas quand même? Ah si, hein, vous savez qu'en réalité, hein, depuis 2 ans, l'Italie a mis en place toute une série de mesures pour préparer une sortie de l'euro. Je ne dis pas qu'elle veut le faire, je dis qu'elle se met en situation de le faire. Hein, l'Italie a créé une monnaie secondaire, personne n'en parle, le minibot, oui, qui est en fait Le minibot. Oui, le minibot, c'est un titre de créance sur l'État. Vous voyez, c'est-à-dire que l'État italien qui paye à échéance très longue les fournisseurs et tout, ben, il donne des titres de créance. Et ces titres de créance deviennent cessibles, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez un titre de créance, mettons de 10 000 € sur l'État, vous devez de l'argent, par exemple, à Frère Thierry, vous pouvez lui donner le titre de créance. Donc ça s'échange, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc c'est pas encore une monnaie aboutie si vous voulez, mais... Une ébauche. C'est une ébauche. Et ils savent faire passer le message à qui de droit, si vous voulez. Hein. Monsieur Conte a été voir Monsieur Trump il y a 2 ans. Et il a obtenu de Trump l'engagement d'acheter pour 400 milliards de dettes italiennes au cas où il y aurait une spéculation contre la dette souveraine italienne et qu'il y aurait un problème avec l'Union européenne. Et Monsieur Trump s'est engagé à le faire. Alors après, bon, est-ce que ça va se faire ou pas? On ne sait pas. Le fait est que maintenant, de toute façon, il n'y a plus besoin. L'Italie a déjà encaissé la chose. L'Italie est en excédent budgétaire primaire. Il faut le savoir. C'est-à-dire que si vous enlevez le paiement des intérêts de la dette, l'Italie peut assurer, si vous voulez, le fonctionnement de son train de vie. Ah oui. Enfin, c'était le cas jusqu'à la fin de l'année. Là, maintenant, évidemment, avec ce qui se passe, ça va être autre chose. Mais si vous voulez... quand vous êtes en excédent budgétaire primaire, ce qui est loin d'être le cas de la France, eh bien, vous pouvez vous passer, vous pouvez même vous mettre en situation de ne plus payer la dette. Vous pouvez dire aux banques, moi, je ne vous paie plus. Oui, parce que tu es en faillite, c'est ça? Non. En excédent budgétaire primaire, ça veut dire que si vous enlevez le paiement des intérêts, vous avez un budget excédentaire. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous passer de nouveaux financements. Okay. Donc, à ce moment-là, vous pouvez dire aux banques, mais moi, je ne vous paye plus. Je me débrouille toute seule. Et vous gardez votre dette, et puis bon, ils peuvent dire ça, ou ils peuvent dire enlevez-moi 20%, ou enlevez-moi 25%, etc. Le fait est que c'est un moyen de pression, si vous voulez, sur la sphère financière. Là encore, je ne vous dis pas qu'ils vont le faire, mais ils peuvent le faire. Vous comprenez? La France ne peut pas le faire, puisqu'elle est en permanence en besoin d'argent. Vous voyez? Donc si la France dit je ne paye plus la dette, immédiatement, elle ne peut plus assurer le paiement des fonctionnaires du jour au lendemain. Vous voyez? Elle est tenue. Donc l'Italie a mis en place tout ça, essentiellement, justement, à mon point de vue, parce que tout ce faisceau, si vous voulez, d'action, ça indique quelque chose. Ça indique qu'en fait, il se prépare à une sortie de l'euro. Vous voyez? Encore une fois, pas forcément pour y aller jusqu'au bout, mais au moins pour laisser planer la menace. Et aujourd'hui, ils ont les résultats de leurs actions. Aujourd'hui, ils ont les résultats de leurs actions. Donc moi, je dis bravo à M. Conte. Vous voyez, vous savez, j'ai un peu d'origine italienne, alors finalement, bon. Mais je suis désolé de voir la France dans cet état. Je suis désolé de voir la France être menée par le bout du nez par un monsieur comme Macron. C'est lamentable. Et comme disait le frère Thierry, grand liquidateur. Là, c'est manifeste. Ah, écoutez, là, je vous le dis très clairement, c'est la preuve que Macron ne défend pas les intérêts de la France. C'est la preuve que Macron vise l'Europe et le mondialisme avant tout. Et qu'il est prêt à s'asseoir sur les intérêts, les vôtres, les miens, les intérêts des gens de France qui l'ont élu, pour faire plaisir à ses donateurs et aux instances et aux technocrates de Bruxelles. Vous avez évoqué la situation quand même inquiétante de l'économie française. Dramatique. Récession, à la rentrée des faillites. Bah bien sûr. On attend les suicides qui vont aller aussi avec ces faits. Ça a déjà commencé. Hein. Il y a une hausse des suicides au niveau des jeunes depuis 2-3 mois, très nette. Vous voyez, alors moi, quand j'ai vu, par exemple, qu'à la fête de la musique, ça aussi, ça m'a... Enfin, je veux dire, franchement, à un moment donné, dans ce pays, il faut remettre les choses dans le bon ordre. La fête de la musique était autorisée. Donc, la fête se poisse, on vous dit, allez-y. Bon. Et tous les médias hurlent parce que les jeunes sont là. Bon, et ils n'ont pas des masques et des trucs. Mais enfin, comment voulez-vous qu'ils fassent? Vous
Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît étonnant. Et alors, derrière, vous avez des tas de manifs non autorisés, avec le même rassemblement, le même monde, ça finit en émeute, et là, personne ne dit rien, c'est l'émotion, on est ému, on est là. Ben, vous voyez, moi, je trouve que vraiment, la jeunesse de France, non seulement n'est pas aidée par ses gouvernants, mais elle est montrée du doigt, on lui tape sur la tête, alors qu'elle ne fait rien de mal, il y avait une fête autorisée, elle y a été, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, Donc, on est dans une situation gravissime sur le plan économique pour la France. Menace de chômage à la rentrée, c'est un fait. des faillites. Est-ce que le gouvernement ne nous prépare pas, par des petits signaux, à un reconfinement pour masquer ces faillites? Alors là, frère Thierry, Depuis quelques jours, oui, paraît-il qu'il y a des chiffres. Alors vous savez, j'ai du mal à parler de la pandémie, parce que vous savez, moi je suis pas expert médical, et bon, j'ai un peu du mal à savoir où on en est. Si on fait une petite prospective sur l'après-déconfinement, qu'est-ce que vous pensez qu'il va y arriver? Parce que là, quand même, on s'attend tous à une vague de faillite générale, nationale, économique. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez que sera la réaction du gouvernement pour tenir là, déjà, je peux vous donner déjà un premier élément. Ils ont maintenu les aides en place. C'est-à-dire que les aides qui devaient s'arrêter sont poursuivies. Dont nous avions parlé dans la précédente sont poursuivies. Bon. Et alors, je ne sais pas quoi vous dire, parce que vous savez, moi, j'ai pas envie de voir non plus les gens se retrouver à la rue, les gens faire faillite. Bon, mais à un moment donné, il faudra bien arrêter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il va falloir quand même que les gens tiennent debout avec leur chiffre d'affaires. Vous voyez? Donc, je pense que véritablement, il y a une fuite en avant dans les aides, mais jusqu'où ça va aller? On ne pourra pas continuer comme ça indéfiniment. Hein, d'autant plus qu'encore une fois, on ne sera pas soutenu tant que ça par l'Union européenne. Vous voyez, ça va être vraiment... milliards, j'ai l'impression que c'est des miettes de pain, moi, 40 milliards. Ah ben à côté de ce qu'on a subi, bien entendu. Ah oui. À côté de ce qu'on a subi, bien entendu. Est-ce qu'on sait comment ils seront dépensés, ces 40 milliards? Alors, paraît-il il faut un mieux-disant dans l'écologie verte. Alors, bon, l'Italie aussi a obtenu le fait qu'il n'y aurait pas trop d'aspects directifs dans le suivi des choses. Bon, parce que en fait, il y avait aussi un autre hiatus par rapport à tout ça, c'est que les pays du Nord voulaient qu'il y ait des comptes qui soient rendus systématiquement et périodiquement, à Bruxelles, par les pays qui reçoivent. Bon, et là aussi, les fameux pays receveurs ont réussi à se tirer du mauvais pas. Bon, en grande partie, vous voyez ce que je veux dire. Non, la France, c'est comme tout le monde, hein, elle va. Mais le problème, c'est que voilà, cet argent va être géré par M. Macron. Donc, vous savez, je n'espère pas des miracles. Hein. Qu'on soit très clair, hein, je n'espère pas des miracles. Hein, vous voyez, moi, je pense que véritablement, l'action qui doit être menée, c'est véritablement soutenir les industries, soutenir le tourisme, enfin tout ce qui va maintenir notre pays d'aplomb, et aider à la relocalisation des industries. Mais voilà, est-ce que M. Macron, est-ce que c'est sa tasse de thé, malgré les grandes phrases, je suis pas sûr. Je crois, cher ami, que vous êtes expert économique pour les volontaires pour la France. Oui. Et que vous avez un projet de créer une association pour aider les entreprises. Oui, on avait, oui, absolument. Je souhaite que via nos médias, nous puissions rentrer en contact directement avec les questions des gens pour qu'ils soient bien informés quant aux aides auxquelles ils ont droit. Parce que, vous voyez, j'ai beaucoup critiqué Macron ces derniers mois, mais je lui concède le fait qu'il a mis en place un dispositif assez massif et assez rapide, on va dire ce coup-ci, pour venir en soutien aux entreprises. Alors, il ne faut pas se laisser abuser par la complexité ou les craintes par rapport à tout ça. Il faut profiter maintenant de l'opportunité, parce que vous savez, dans quelques semaines, vous n'y aurez plus droit, et vous aurez même plutôt droit à une surtaxation, que vous ayez profité des taxes ou pas, vous voyez. Donc je vous le dis, effectivement, nous allons avec les volontaires pour la France et Retour au réel créer une émission en direct où vous allez pouvoir me poser toutes les questions pratiques concernant les modalités pour lesquelles vous pouvez obtenir ces aides et quelles aides vous avez droit, puisqu'il y a plusieurs types d'aides. Donc, des aides directement auprès du chef d'entreprise, des prêts garantis par la BPI, des reports de charges. Il y a quand même un volet assez complet sur lequel Macron, je dirais, n'a pas failli sur ce coup-là. Donc votre ambition, c'est de donner des conseils sur le plan administratif? Mon ambition, c'est d'aider les gens à obtenir les droits qui sont à leur portée. Voilà. Et certains sont rebutés par la complexité et l'aspect administratif de la chose. Et je leur dis vraiment, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là pour vous aider
Nous sommes là pour que vous sortiez de ce mauvais pas, parce que je sais que vous êtes en difficulté aujourd'hui. Vous êtes tous en difficulté. Les chiffres d'affaires ne remontent pas. Moi, je vois que ce soit les clients que j'ai dans le sein de mon cabinet de conseil, quand je vais dans les cafés, les restaurants, les cinémas, etc., je vois bien que les gens ne peuvent pas s'en sortir dans la situation actuelle. Parce que même s'ils ont étendu les terrasses avec la bienveillance de la ville de Paris, les chiffres d'affaires sont très bas. Mais écoutez, moi j'ai été plusieurs fois au restaurant ces derniers jours. Moi je vois bien qu'il n'y a pas la fréquentation normale. C'est ouvert, mais ce n'est pas rentable, c'est évident. Les gens, il y a la peur, si vous voulez. Il y a, vous savez, pour que les gens sortent, il faut qu'il y ait de la confiance. Bien. Il faut que la confiance, elle soit à divers ordres. La confiance dans l'avenir, c'est-à-dire je me dis, bon ben tiens, je vais aller au restaurant, c'est pas grave, bon, ça va pas me coûter en quelque sorte. Enfin, c'est pas mon avenir qui est en cause parce que j'ai dépensé un peu d'argent par-ci par-là. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas s'ils vont être au chômage, pas au chômage, etc. Donc ils font attention. Deuxième peur, ben, effectivement, on a peur du virus, puisque les médias nous en parlent et nous en abreuvent. Alors là, je vous avouerai que j'aurais bien du mal à tirer le vrai du faux, parce qu'on a vu tellement de choses, on a entendu tellement de choses contradictoires de la part de médecins que je ne sais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que malgré tout, quoi qu'on en dise, depuis 2 mois et demi maintenant que le confinement est passé, je ne pense pas que l'épidémie reparte de la même manière. Je pense que quand même, malgré tout ce que je vois, je prends les transports, les gens respectent les consignes. Les gens portent des masques, ne plus que les masques, ça va forcément freiner l'épidémie par rapport à ce qu'on a pu connaître. Bon, les gens sont quand même échaudés, ils font attention. Les Français ont quand même été très disciplinés, contrairement à ce qu'on dit. Vous voyez, on les traite de tous les noms. Ils ne méritent pas les anathèmes qui pèsent sur eux systématiquement. Oui, donc est-ce qu'on peut conclure aussi que toute cette histoire n'est là que pour cacher... c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt d'un véritable problème économique en France, quoi, finalement. Le problème économique en France est considérable. Il faut bien qu'on comprenne les choses. Moi, pour le moment, bon, qu'est-ce que vous voulez, il y a encore les aides, donc bon, ça masque, hein, ça fait un peu... Mais encore une fois, la récession va être de l'ordre de 11%. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le maire. Donc bon, voilà, 11%. L'Allemagne, en 1931, c'était 12%. La France, aujourd'hui, c'est 11%. Bon, on sait comment ça a fini avec l'Allemagne. Bien, la France, à moins 11%, c'est la plus forte récession... Depuis les années 30. Depuis les années 30. Enfin, on n'a jamais vu ça. Donc, rappelez-vous les souffrances qu'on a endurées pendant la crise des subprimes. La zone euro, entre 2009 et 2019, ne s'est jamais remise de la crise des subprimes. La croissance dans la zone euro, c'est moins 2% entre 2009 et 2019. Donc, on n'a pas retrouvé, 10 ans après, le niveau qu'on avait avant la crise des subprimes. Et là, la récession va être au moins du double. Alors, je ne sais pas, je vous laisse conclure vous-même et juger vous-même sur pièce. Donc, le gouvernement aurait peut-être intérêt, pour calmer les ardeurs revendicatives de certains, de nous reconfiner. Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'en nous reconfinant, vous voyez, il va enfoncer encore plus les choses. Alors, je ne suis pas sûr vraiment que... Vous voyez, alors là, vraiment, je ne suis pas dans la tête des gens. Mais enfin, je me dis, s'ils veulent encore reconfiner 2 mois, mais... Dramatique. On est mort. On ne remontera jamais ça. Ah oui, encore 2 mois, vous êtes radical, on est mort. Ah mais moi je vous dis même à moi, hein, moi je vous dis très clairement, hein, je vais vous expliquer quelque chose. Hein, là maintenant, la moitié des bars, des restaurants et autres sont en situation de liquidation. Voilà, si juridiquement ça n'avance pas plus, c'est parce que y a trop de dossiers, etc. Donc vous imaginez si on continue comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans Paris, on voit dans certaines rues des commerces fermés. Déjà. Moi je vous dis très des rideaux clairement, fermés partout. Beaucoup de commerces n'ont jamais réouvert. Oui. D'autres s'arrêtent. Écoutez, c'est pas compliqué. Prenez un restaurant. Un restaurant, sa rentabilité, c'est peut-être entre 7 et 10% de son chiffre d'affaires. Et quand elle fait moins 50% de son chiffre d'affaires, ça veut dire qu'elle perd de l'argent tous les jours. Les gens ouvrent pour maintenir le contact avec la clientèle. Mais en réalité, ils sont perdants. Les commerces d'habillement dont personne ne parle, qui ont acheté leur stock et qui comptaient sur la saison printanière. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des stocks ? Je sais pas, ils vont les brader à combien? Enfin, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, il faut bien prendre le constat. Les gens, une fois qu'ils ont payé leur stock, il y a les échéances, il n'y a pas de rentrée. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Tout ça, c'est bien sombre. Mais écoutez, je suis pas très optimiste, non, frère Thierry. Hein. Je vais pas faire cocorico. Comme Macron. Oui, comme Macron et comme les journalistes français. Je vous dis, moi, ce qui est. Je pense que vraiment la situation est catastrophique.
que Macron se gargarise d'avoir fait avancer l'Europe dans le sens qu'il voulait, mais en tout cas, il n'arrive pas à faire avancer la situation de la France et des Français. Justement, vous qui dites Cocorico, j'ai l'impression que plus la situation est concrètement, réellement catastrophique, plus on a une augmentation mais exponentielle du symbole, des valeurs de la République, des cocoricots, une propagande mais écrasante, oui, mais bien sûr. Pour cacher toujours une réalité qui s'annonce un peu noire quand même. Très noire, bien sûr. Vous appartenez aux Volontaires pour la France. Oui. Tu fais des jeux de mots, Milena? Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du responsable des volontaires, le général Martinez? Oui, alors le général Martinez, effectivement, c'est bien que vous en parliez, parce qu'à mon avis, si vous voulez, justement, c'est, selon moi, l'anti-Macron. Voilà. L'anti-Macron, le vrai anti-Macron. Quand je dis anti-Macron, c'est pas seulement pour dire qu'il est contre Macron, c'est que c'est l'exact symétrique ou le contraire de Macron. Le général Martinez donc, dirige depuis des années les Volontaires pour la France, qui est une association avec des milliers de militants en cours de cotisation, plusieurs événements, un site d'information. Et c'est un général qui effectivement ne fait pas dans les grandes phrases, ne fait pas dans les effets de tribune, les effets de manche, les techniques de communication, de la com en permanence. Tiens, je voyais là Darmanin qui est parti sur l'accident où 5 de nos enfants sont morts, hein. Mais que va-t-il faire là-bas? Je veux dire qu'il s'occupe de la sécurité, c'est pas son arrivée sur les lieux, ça va rien changer, les pompiers savent bien ce qu'ils ont à faire, les policiers, etc. Pourquoi va-t-il se montrer là-bas? Au contraire, on risque de gêner les secours et d'embêter les gens qui ont d'autres chats à fouetter. Mais ça émeut la population. Ben, ça émeut la population, mais écoutez, pour moi, c'est pas des dirigeants qu'on a, non. Ce sont des acteurs de théâtre. C'est le règne de l'émotion. Voilà, c'est le règne de l'émotion, mais moi, je vais vous dire, franchement, j'ai vu l'autre jour M. Castex dire tout de suite, je vais à Nantes voir la cathédrale. Mais écoutez-moi, plutôt, et l'État derrière qui dit on va payer les frais de restauration de la cathédrale, est-ce qu'il ne pourrait pas plutôt payer les frais pour la sécuriser, pour sécuriser notre patrimoine? Au lieu d'aller dépenser des sommes folles, Madame Bachelot, en hélicoptère de l'autre bout de la France, hein, soi-disant, là, le bilan carbone, pas de problème. C'est pas un problème, n'est-ce pas? Au lieu de faire tout ce cinéma, on ne pourrait pas faire vraiment de la vraie politique, vraiment préserver notre patrimoine. Et comme ça, les ministres n'auront pas besoin d'aller se montrer et faire du théâtre sur les lieux. Moi, tout ça commence à me fatiguer. On est encore dans le symbole. Voilà, on est dans le symbole. Alors, le général Martinez n'est pas comme ça. Le général Martinez, c'est quelqu'un qui est, je dirais, serein, calme, qui prend du recul par rapport aux événements et qui décrit la réalité de la France. Et la réalité de la France, je vais vous dire, on peut gloser sur l'économie, on peut gloser sur la culture, on peut gloser sur tout ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'en France, déjà, pour commencer, il n'y a pas d'ordre et l'autorité de l'État n'est pas respectée. Donc, déjà, première chose, il faut remettre de l'ordre et réinstaurer l'autorité de l'État. Parce que sinon, vous savez, je vais vous dire, je vous parlais des facteurs de défiance. L'insécurité que nous avons en France dissuade aussi depuis des années les gens d'investir et de faire quoi que ce soit. Quand vous voyez, quand vous voyez les guerres de gangs entre Tchétchènes, Maghrébins, ceci, mais les mêmes images sont diffusées partout. Tout le monde se gausse de la France. Et vous croyez que des investisseurs vont venir, et les touristes, une fois qu'ils ont vu ça? Soyons sérieux. Je veux dire, alors, le général Martinez a pris sa candidature à la présidentielle avec un cheval de bataille principal, restaurer l'ordre et la souveraineté de la France. Et ce qui m'a paru très intéressant, qu'il se présente hors des partis. Hors des partis, absolument. Donc hors des magouilles, des coteries. Ah ben, mais là, c'est sûr qu'au niveau des Volontaires pour la France, vous savez, il n'y a pas de primaire, il n'y a pas de guerre des chefs, il n'y a pas de donateurs cachés avec des... Non, non. Les donateurs, l'argent, c'est très simple. C'est l'argent des patriotes qui en ont marre de voir leur pays dans cet état et qui veulent la solution avec quelqu'un de confiance. Parce que, je vais vous dire très clairement, la période que nous allons aborder va être une période de crise grave. Et nous allons l'aborder dans de très mauvaises conditions parce que les Français n'ont pas confiance dans les gens qui les gouvernent. Ce n'est même plus une question de confiance par rapport à leurs capacités, c'est même une question de confiance par rapport à leurs intentions. C'est-à-dire, on se demande si on est guidé par des gens qui veulent vraiment nous sortir de l'ornière. On en est là. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très sensible dans ce pays. Vous avez vu, pendant le confinement, ils ont fait des sondages dans tous les pays européens. Le seul pays où le gouvernement n'avait pas du tout la confiance de la population, c'était chez nous. C'était en France. Même Boris Johnson, où il y a eu quand même une pandémie grave, était nettement mieux coté que Macron. Tout simplement parce que les gens ne l'écoutent plus, ils ne le croient plus. Ils pensent même que c'est quelqu'un qui est nocif, et délibérément nocif. On en est là. Et vous voyez, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est-à-dire... il
Ils ne font pas confiance de manière chronique depuis des années. Les Français, depuis des années, ne font pas confiance en leurs dirigeants. À chaque fois, le taux de popularité est catastrophique, dans les chaussettes, etc. Mais n'empêche qu'ils continuent de voter, ils continuent à avoir espoir en ce système et continuent de l'alimenter par le vote. Il y a toujours un espoir. Mais c'est-à-dire que là, dans le cas d'espèce de Macron, si je fais la comparaison avec Hollande, hein, parce qu'il est aussi impopulaire que Hollande. Sauf que Hollande avait des candidats en face de lui. Vous voyez, il avait des candidats, je dirais, qui eux, pouvaient recueillir encore la confiance des Français. Macron, il a cette chance unique, c'est qu'il n'y a pas pour le moment de candidats qui ont véritablement la confiance des Français. Oui, Marine Le Pen l'avait pas, oui, ça c'est Marine Le Pen, M. Mélenchon, etc. Et alors, au niveau de la droite, il est en train d'aspirer les dirigeants de droite qui viennent au secours. C'est-à-dire que, vous savez, moi, ce monsieur Castex, on me dit qu'il est sympathique, il connaît les territoires, il a l'accent. Mais enfin, moi, tout ce que je vois, c'est que c'est un monsieur qui est aux Républicains et qui, au lieu de donner le coup de pied à Macron pour qu'il nous débarrasse, pour qu'il dégage, de dire maintenant, la droite, on ne veut plus de ces gens-là, ce sont les fossoyeurs de la France, eh bien, ils viennent à leur secours. Ils viennent au secours de Macron. Alors moi, monsieur Castex, non, non, non. On a l'impression que son gouvernement, c'est Sarkozy bis. Ben oui, mais si vous voulez, il a récupéré tous les gens de droite, mais parce qu'il sait très bien où est l'électorat. Frère Thierry, l'électorat est à droite. L'électorat est à droite. Quelle trahison. Mais le problème, c'est que les dirigeants de la droite, soit sont dans l'expectative, ils ne savent pas trop, et puis il y en a qui trahissent carrément. Vous avez bien entendu Castex, mais enfin vous avez Raffarin. Alors lui, il a l'habitude, hein, puisque maintenant il défend même le gouvernement chinois. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Marqué, ça date pas d'aujourd'hui. Oui, ça date pas d'aujourd'hui, mais enfin si vous voulez, on a une saignée de dirigeants de droite qui viennent chez Macron, et ça lui amène du crédit, si vous voulez. Les gens se disent, bon, Hector de droite lambda se dit, mais finalement les gens de droite sont chez lui, donc finalement il est pas si mal, etc. Voilà. En réalité, ce sont eux qui sont en train de le maintenir en survie artificielle. Oui. Voilà. Mais tout à l'heure, frère Thierry parlait des Gaulois réfractaires. Mais ces Gaulois réfractaires, même s'il y en a, sont toujours pris au piège de l'éternel jeu républicain des élections et de tous ces gens qui se transvasent de gauche à droite en permanence tous les 10 ans, finalement. Oui, si vous voulez, mais enfin, moi je pense que c'est un problème politique en France. C'est un problème des élites politiques. Je pense que c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que nous avons des partis souverainistes avec des leaders qui n'ont pas, si vous voulez, la confiance du peuple. Les gens sentent qu'il y a un manque quand même quelque part, vous voyez, à la différence par exemple de Salvini en Italie, de Kurz en Autriche, vous voyez, il y a beaucoup de pays qui ont basculé dans la tendance populiste parce que les dirigeants leur paraissaient tout à fait capables de défendre leurs intérêts. Et je mettrais maintenant même Conté dans ce cas-là, bien que, encore une fois, il est un peu sur la tangente, on va dire. Mais enfin, on voit bien que lui, il sait très bien à qui il a rendu compte. Vous voyez, il est arrivé au pouvoir grâce à Salvini. Hein. Il est arrivé au pouvoir grâce à Salvini. Voilà. Mais je répète encore une fois, ce n'est pas ma tasse de thé, mais il a montré là qu'il était capable de défendre les intérêts italiens, point final. Voilà. Et s'il n'avait pas obtenu ce qu'il avait obtenu, ben je pense que l'accord aurait capoté, et puis que vogue la galère, l'Italie aurait fait ce qu'elle a à faire pour envoyer le coup de pied de l'âne, hein, c'est tout. Hein. Alors que Macron, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, non. Et comment expliquez-vous cette spécificité française ? C'est-à-dire que les partis populistes arrivent tout autour de nous, en Espagne, en Hongrie, en Italie, etc. Comment expliquez-vous cette impossible montée d'un candidat pro-peuple ? Mais je vous répète encore une fois, pour moi, il y a deux aspects principaux. D'abord, le problème des médias et de l'information. La France est classée 45e par Reporters sans frontières au niveau de la liberté de la presse, entre le Botswana et la Roumanie. Et ce classement est motivé, oui, c'est la vérité. Et ce classement est motivé, c'est bien expliqué. Ils disent, la France, la plupart des médias sont détenus par les groupes financiers. Il y a 9 groupes financiers qui détiennent tous les médias et qui s'en servent comme des outils d'influence. C'est pas moi qui le dis. C'est Reporters sans frontières. C'est une ONG qui n'est pas populiste. Ils sont de gauche. Donc vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Vous comprenez ? Donc ils disent ça. Donc voilà, on a bien compris. Quand Macron est apparu sur la scène, mais il était à des postes subalternes. Tout d'un coup, il s'est mis à faire des unes de Paris Match. On l'a vraiment fabriqué. On l'a fabriqué. Thomas Guénolé, un politologue de gauche, il n'est pas de droite, il est de gauche, a bien montré qu'il y avait une bulle médiatique Macron, parce que pendant la période post-campagne présidentielle, les médias, il y a des outils d'évaluation, les médias parlaient 43% de plus de Macron que les réseaux sociaux. Ah oui. Donc en fait, il a appelé ça une bulle médiatique. Oui. Bon. Donc les réseaux sociaux, en quelque sorte, est une soupape
de sécurité aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont un contrepoids aux médias. Et deuxième plan, au niveau donc du fait que la France, il y a toujours ce fameux plafond de verre, je pense encore une fois que les dirigeants populistes n'inspirent pas une confiance, si vous voulez. Il y a un doute en France, oui, il y a un doute. Conditionnement, on n'ose pas, c'est pas raisonnable, c'est trop extrême. On a peur toujours. Je pense que ça tient quand même peut-être aussi aux leaders que nous avons. Oui. Voilà. Qui sont pas mauvais, je dirais, mais qui ne remplissent pas toutes les conditions. Voilà. Médiocre. Ils ne remplissent pas toutes les conditions et je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est pas qu'il n'y a pas des gens de valeur, c'est que ce ne sont pas ceux-là qui sont mis en avant. Voilà, c'est tout. Donc le problème est là. Voilà, les gens, je ne citerai pas de nom, mais les leaders populistes, pour le moment, ne présentent pas toutes les garanties aux yeux des gens. Et dans les pays où ils présentent les garanties, comme aux États-Unis, comme en Italie, comme en Autriche, comme en Hongrie, comme en Pologne, qui avec le président Duda qui a été réélu, bah écoutez, vous voyez, ça se passe bien. Hein. D'ailleurs, une bonne politique engendre une bonne économie. Mais écoutez, vous avez bien raison, frère Thierry, mais on a des démonstrations. Ah oui. Quand vous voyez ce qu'a fait Trump en 3 ans. Mais c'est une loi de l'histoire de la politique incroyable. Qui a été développée largement, entre autres par Maurras. Exactement. Mais je vais vous dire quelque chose. Au fond, tout le monde s'extasie sur Trump. Sa politique est logique, elle coule de source. Elle consiste à reprendre ce qui a été volé aux États-Unis par 30 ans de mondialisme. Voilà, tout simplement. Alors, là où la force qu'il a, je pense, sa première force, c'est dans son caractère de résister, évidemment, à toute la pression qu'il a, des médias, des banquiers, de Wall Street, de tous ceux qui sont contre sa politique, qui perdent de l'argent. Et de ce qu'on appelle l'État profond américain. Et l'État profond américain, vous avez bien raison. Toutes ces forces-là qui sont engagées contre lui, mais il a raison, frère Thierry, sur ce plan. Toutes ces forces qui sont engagées contre lui, et lui résiste bec et ongle. Parce qu'il a l'amour du peuple américain. Je pense qu'il a vraiment cette fierté, si vous voulez, de vouloir dire aux Américains que lui est là pour les défendre, et lui seul. Vous voyez, avec le soutien de sa jolie femme catholique. Et sa très charmante épouse, Melania Trump, qui représente très bien les États-Unis. Et puis avec un franc-parler délicieux, qui fait du bien. À la fois elle a le franc-parler, la personnalité, la beauté, la classe, l'élégance. Donc elle représente très bien les États-Unis. Beaucoup de pays pourraient l'envier. Donc ce qu'on peut souhaiter pour notre pauvre pays, c'est quelqu'un libre des partis, capable d'attirer la sympathie. Tout à fait. Nous, on a je pense qu'il y a plus que la sympathie, si vous voulez, c'est la confiance. C'est-à-dire que, encore une fois, nous allons passer une période très difficile. Et dans cette période très difficile, la première qualité d'un dirigeant, c'est qu'il doit inspirer la confiance du peuple. Le général Martinez est un général, comme son nom l'indique. Et donc, il a l'habitude de conduire les hommes dans les moments difficiles. À la guerre, les hommes, un mauvais général peut les envoyer à la mort. Ou à la victoire, suivant les cas. Pour que les hommes suivent un général, il faut qu'ils aient confiance et qu'ils savent que le général va tout faire pour les faire gagner et les protéger. Donc, c'est des qualités essentielles que le général Martinez a déjà naturellement, de par ses 40 années de travail et d'expérience. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut regarder en priorité, parce que les grandes lignes de la politique à mener, nous les connaissons. Je suis en train de relire son livre, qui m'inspire vraiment un grand respect pour le personnage. Oui. Et j'invite les auditeurs à regarder, de taper sur Internet Volontaires pour la France. Bien sûr, mais je crois que c'est... Et même de rejoindre ce mouvement. Vous savez, de la même manière que Macron est sorti comme un lapin du chapeau, alors on sait qu'il a été très poussé, moi je crois aujourd'hui que nous allons avoir de nouvelles personnalités politiques qui vont émerger, parce que, encore une fois, il y a un grand vide. En France, il y a un grand vide. Et c'est de ce grand vide dont profite Macron. Voilà. Donc je crois qu'il va y avoir naturellement l'émergence de nouvelles têtes, de nouvelles personnalités qui vont séduire les Français, parce que, je dirais, la nature de la situation va l'imposer. La nature a horreur du vide. Et là, il y a un grand vide. Et on pourrait terminer comme conclusion de dire que la réaction, c'est la vie. Oui, on va dire ça comme ça, frère Thierry. Comme un homme malade réagit, s'il a encore espoir de survivre. Alors, si vous voulez, moi je pense qu'il faut réagir en se basant, évidemment, sur nos qualités et sur toutes les forces
qui viennent de notre passé, mais il faut toujours s'adapter à la situation actuelle. C'est ça qui est toujours difficile, vous voyez. Donc la réaction, c'est intéressant de s'inspirer, si vous voulez, des forces qui ont fait la France. Il faut s'inspirer des moments de gloire que la France a eu, elle en a eu, reprendre ce caractère-là et l'adapter à notre situation actuelle. C'est ça qui est important. Il faut avoir des anticorps. C'est ce que j'allais dire. Où sont les globules blancs français ? Dans la société civile, j'ai bien l'impression. Je ne sais pas. Avec Volontaires pour la France, par exemple. Oui, il y en a, mais vous le savez, le problème, c'est qu'encore une fois, il y a la cocotte minute, mais il y a un couvercle au-dessus de la cocotte minute qui est très fort. Oui. Donc, cher ami, on arrive à la fin de notre émission. J'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau. Oui, oui, oui. Et que prochainement, vous allez nous dévoiler votre projet d'aide aux entreprises. Ah ben, oui, j'y compte bien, oui. Alors, à très bientôt. À très bientôt. La conclusion était vraiment géniale. Hein. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Hein. Si je dois répondre, ça va être coupé. Hein.